Bienvenue dans We Love Mobility, le premier podcast dédié aux tendances de la mobilité internationale et de la gestion des talents. Chaque premier lundi du mois, je reçois un invité avec qui on va discuter des tendances et du futur de la mobilité internationale, du recrutement et de la gestion des talents étrangers. Moi, c'est Caroline Treuillard, directrice générale du groupe Mobility Compliance, acteur incontournable de la mobilité internationale dans laquelle j'évolue depuis presque 20 ans. Retrouvez-nous sur LinkedIn et Instagram pour suivre l'actualité du podcast et interagir avec nous. Au programme de cet épisode, on va parler des enjeux liés à l'accélération de la croissance à l'international et ses conséquences directes sur la culture d'entreprise, ou comment bien l'intégrer et surtout comment la faire vivre. On va aussi voir comment, chez Hopscotch, vous appréhendez les tendances de fond en RH, notamment sur la question du télétravail et de la flexibilité, avec, encore en toile de fond, l'importance de la culture d'entreprise. Hello Marie. Hello Caro. Je suis trop contente de t'accueillir aujourd'hui pour ce 18e épisode de We Love Mobility. On se connaît depuis très longtemps, tu as toujours bossé dans les RH, dans différentes boîtes. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es ? Alors, merci à toi déjà pour ton invitation. Ravie de faire partie de ce podcast. J'ai toujours travaillé en ressources humaines, ça a toujours été effectivement mon métier de cœur. J'ai commencé dans le groupe Accor, en fait, en tant que chargée d'études RH, dans un service de SIRH, donc des outils ressources humaines. Et comme j'avais envie d'être plus proche du terrain et que j'aimais vraiment l'approche plus opérationnelle du métier, j'ai rejoint ensuite le Club Méditerranée dans un rôle de responsable RH. Alors je sais pas à l'époque, puisque maintenant ça fait plus de 20 ans, Accor avait pris une participation dans le Club Méditerranée et il y avait eu quelques mobilités dans le cadre de ce rapprochement. Et j'ai eu la chance du coup de faire partie de ces moves, de ces mobilités. Et c'est là où j'ai été plus dans une dynamique opérationnelle, en fait, dans des métiers plus opérationnels en ressources humaines. Donc responsable RH, puis DRH d'une business unit, donc ce qu'on appelait sur les nouveaux marchés Europe-Afrique, et ensuite DRH du siège au Club Méditerranée, qui rassemblait donc la partie des équipes au siège, mais aussi de ce qu'on appelait à l'époque un centre de services partagé qui rassemblait en fait toutes les équipes RH qui travaillaient justement au profit des business units. Mobilité, paye, administratif, outils, etc. Et ensuite, donc là, j'ai passé presque 11-12 ans. J'ai adoré au Club Med. Voilà, super expérience, des belles opportunités. Et puis, on gravit vite les échelons et avec une culture vraiment, vraiment chouette et responsabilisante. Mais une envie après d'aller dans une taille d'entreprise un peu plus petite, où je pouvais avoir la main en direct de toutes les dimensions RH. Et donc, c'est là où j'ai rejoint le groupe Hopscotch, qui est un groupe dans la communication. Donc, c'est un groupe créé en France, mais qui est un groupe maintenant international, qui rassemble à peu près une quinzaine d'agences dans la communication avec des métiers dans l'événementiel, relations publiques et marketing digital. On est à peu près maintenant 1000 collaborateurs dans une quarantaine de pays. Et depuis que je les ai rejoints, ça fait à peu près 6-7 ans, je m'attelle du coup à porter toutes les dimensions de la fonction d'un DRH. Donc, ça m'amène à ma question suivante. C'est quoi ton job au quotidien ? Donc, quand on parle de ton scope, c'est très 360 par rapport à ce que tu avais avant. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement un peu toutes les facettes ? Alors, moi, j'ai toujours été d'un profil qui mixe l'opérationnel et on va dire les enjeux stratégiques. Alors, stratégique, je sais pas, mais en tout cas, d'être au plus près des enjeux business pour pouvoir après les retraduire dans une politique RH. Donc ça, c'est plutôt mon profil. J'ai jamais été spécialisée, en fait. Et donc aujourd'hui, c'est à la même échelle, sauf que là, il y a tous les leviers ressources humaines. Donc ça va de l'animation des instances du personnel à du coup des questions de rémunération, des questions évidemment de développement de formation, de recrutement et d'attractivité des talents, mais aussi d'engagement autour d'une culture commune. Et donc par ce biais-là, différentes animations en interne et de favoriser une transversalité au sein de l'entreprise. Voilà, pour donner quelques exemples, mais en fait, ça prend tous les pans d'une fonction RH classique. Et voilà. Du coup, dans ton équipe, vous êtes combien ? Alors, on est une quinzaine. D'accord. Qui travaillons auprès de différentes agences. Et donc, tu gères uniquement la France ou tu as aussi un... Alors, on a maintenant une quarantaine de bureaux. Donc oui, on gère aussi les équipes à l'international. Donc sur des sujets, par exemple, de mobilité de personnes, de collaborateurs, qu'on favorise grandement, parce que c'est quand même l'offre que peut proposer Hopscotch. Et puis par ailleurs, on le sait, c'est des parcours riches et enthousiasmants et avec beaucoup de bienfaits, même en termes de partage, de métier, de culture, et voilà.
Et puis après, il peut y avoir un accompagnement du manager sur place, local, sur différentes questions de mobilité ou d'accompagnement d'équipe, d'évolution d'organisation, voilà. Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire des études en ressources humaines? Alors, c'est marrant, je pourrais pas exactement dire pourquoi. C'est comme si c'était un peu intuitif. Je faisais des études d'économie de gestion et c'était une évidence que j'étais beaucoup plus attirée sur, on va dire, la matière humaine que plutôt produit ou financier. Et en fait, je trouvais aussi intéressant d'être dans une fonction qui existait, mais qui s'est légitimisée au fur et à mesure et en tout cas, qui a gagné en légitimité et qui a beaucoup grandi, je trouve, en termes de place dans les boîtes. Et donc peut-être que j'étais contente de participer à ça aussi. Et en tout cas, ça m'a un peu guidée aussi d'essayer de pousser à porter ma fonction et la rendre plus reconnue dans l'entreprise. Et après, je pense que j'aimais bien le pan avec le lien avec la société, les évolutions de la société aussi, c'est-à-dire le rapport au travail qui du coup se re-questionne dans l'entreprise, le rôle de la société petite S dans la grande société. Donc je trouvais intéressant de voir ce parallèle qu'on peut retraduire aussi dans la façon dont on travaille, dont on anime aussi après les people. Voilà, pour toutes ces raisons. Depuis toujours, t'es dans les RH. Alors depuis toujours dans les RH, et après on en parlait, ce que moi j'aime, c'est clairement être dans la relation, de construire cette relation de confiance auprès des équipes et puis des managers qui fait que on est dans une approche de conseil et de partage et qui fait que, pour moi, c'est un échec si les RH interviennent en bout de ligne je dis toujours quand la grenade est dégoupillée, quand il y a plus de dialogue, quand ça va plus. Oui. Plus on est en amont, qu'on comprend les enjeux, plus on met des leviers RH adaptés et plus on est vraiment dans une compréhension, un accompagnement et du coup aussi dans un dialogue qu'on garde et qui est essentiel. Et ça, faut qu'il y ait un lien de confiance. Et c'est ce qui est chouette à construire. Ouais. C'est très humain. Ouais, et complètement. Alors, on va parler de tes enjeux, les sujets du moment chez Hopscotch. Est-ce que tu peux nous raconter? Alors, les sujets. Donc, Hopscotch, c'est un groupe qui est en pleine croissance, avec donc une accélération de sa croissance, notamment à l'international. Donc, personnellement, chouette pour moi, parce que c'est une dimension que je retrouve plus que j'avais avant, donc chez Accor au Club Méditerranée, et que là, on doit accompagner. Donc, c'est à la fois sur des questions locales, on va dire, internationales, mais c'est aussi d'accompagner des acquisitions d'agences de différentes tailles. Donc après, il y a tout un enjeu d'intégrer ces équipes et dans notre culture. Donc plein de sujets derrière RH passionnants, d'harmonisation aussi près de nos conditions de travail pour garantir cette équité, cette cohérence qu'on peut avoir au niveau du groupe et qu'on offre après à toute boîte, toute agence qui nous rejoint. C'est aussi en métier événementiel, aujourd'hui, on est une année quand même, on le sait tous, extrêmement dense avec plein d'opportunités et on a la chance d'en faire partie. Donc ça pose plein de questions, projets à monter qui sont propres, un peu spécifiques cette année, mais extrêmement enthousiasmants et riches, intéressants pour les équipes qu'on doit accompagner. Donc c'est une année quand même assez dense de ce côté-là. Et puis après, je dirais qu'il y a un de mes enjeux qui existe toujours, mais qui est renforcé par cette croissance et par la dimension internationale, c'est la transversalité. C'est-à-dire que ce qui nous lie, c'est quand même une culture commune, parce que l'entreprise existe depuis plus de 40 ans. Et du coup, c'est important de la faire vivre quand on grandit pour s'assurer que chaque nouveau collaborateur ou chaque nouvelle agence qui nous rejoint connaisse cette même expérience, cette même culture. Et ça, faut la favoriser, faut l'animer. Il faut assurer que les personnes se rencontrent, se connaissent, aient plaisir à se découvrir et la curiosité de l'avoir. Donc ça passe par pas mal d'animation pour favoriser cette rencontre et cette transversalité. D'accord. T'as des exemples en tête à nous Par exemple, chaque semaine, on a, tous les mardis du matin, on a ce qu'on appelle, nous, les Hopcase, qui est en fait comme une masterclass où en fait une équipe présente un projet, un client, une équipe, une offre aux autres, en expliquant un peu, voilà, en donnant un peu contenu avec un moment de questions-réponses. Et l'idée, c'est comme ça, de pouvoir balayer un peu tous les projets qu'on a pu avoir pendant l'année. Ça peut être un partage aussi d'un prestataire avec qui on travaille qu'on trouve innovant. Ça peut être aussi un échec, de dire il y a quelque chose qui s'est mal passé. Et donc c'est comme ça en fait qu'on peut assister. On y va, on n'y va pas, pour découvrir les autres. Et puis éventuellement après il y a évidemment un échange autour d'un café pour créer du lien. Ça peut être aussi un moment de formation. Par exemple, nous on monte des formations managériales pour tous les nouveaux managers promus ou qui nous rejoignent. Partager notre culture managériale, donc jusque-là, assez classique. Ce qu'on apprécie beaucoup, c'est de mélanger, en fait. Donc ça peut être de différents pays, de différentes agences, de différents métiers. Et ça, on sent que c'est des vrais moments qui ancrent un lien.
Quand on a préparé ce rendez-vous, on parlait des enjeux du groupe, mais je pense que c'est pas propre à Hopscotch, hein, c'est propre à toutes les boîtes. C'est vraiment de réaffirmer l'essence et l'ADN du groupe. Complètement. En fait, alors ça, ce que je trouve intéressant, alors ça sort un peu du coup de mes enjeux, on va dire, enfin nos enjeux au niveau de Hopscotch, c'est aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un moment où le rapport au travail peut un peu être questionné, on met beaucoup de mots derrière, plus de liberté, de flexibilité, de rapidité. Donc, en fait, c'est de se dire à l'intérieur de tout ça, finalement, comment se positionne en fait son entreprise sur certains sujets. On parle beaucoup de télétravail et on en parlait ensemble, des positionnements complètement différents selon les entreprises qui vont dire retour 100% en présentiel et après 100% en distanciel. C'est quand même, moi en 20 ans, c'est la première fois que je vois des positions aussi, voilà. Et de se dire finalement, moi ce que je trouve intéressant, c'est de se dire quelles sont les tendances de fond finalement après dans ce mouvement de balancier qui perdurent et qui vont être celles qui seront intéressantes parce que c'est des vrais changements profonds sociétaux qu'il faut intégrer dans son entreprise. Et ensuite, parmi celles-là, quelles sont celles qui font écho pour sa culture et son ADN et qui vont plutôt préserver cet ADN et le faire grandir et qui l'appuient. Et ça, c'est intéressant de se dire, nous, est-ce que ça fait sens de travailler complètement à distance ou pas? Et il y a des boîtes, ça fait pas... nous, par exemple, on est complètement dans un métier de relation, ça ne fait aucun sens, en fait. Une entreprise qui valorise la relation, bien sûr, la relation entre différents publics, et en interne, il y a toujours ce plaisir de travailler en équipe autour d'un projet collectif. S'il n'y a plus ça n'a aucun sens sur notre... Ouais, et je trouve que dans ces moments un peu de changement, c'est intéressant de se dire, il faut se refocaliser vraiment sur ce qui fait l'essence en fait de l'entreprise, son entreprise, sa culture. Donc chaque cas est différent, évidemment. Complètement. Et sachant qu'il y a quand même un peu des effets de mode, je trouve, qu'il faut un peu éviter parce que... on va vite dans une direction en se rendant compte après qu'il y a eu des conséquences. Voilà, et après, il faut rétro-pédaler potentiellement. Et que ça n'a pas apporté grand-chose et que finalement, on a un peu perdu. Et donc, c'est assez intéressant d'avoir toujours ce côté un peu court terme, dans le sens de qu'est-ce qui se passe, et être au plus près de l'opérationnel et des demandes un peu au quotidien. Et en même temps, de se dire, à plus long terme, quelle est un peu notre responsabilité d'engager l'entreprise dans cette voie-là. Et c'est ce juste équilibre qui est intéressant. Très difficile à trouver, mais il faut essayer de trouver. Quand on parle futur des RH, on se disait que l'objectif, c'était d'embarquer tout le monde, mais qu'on avait potentiellement un droit du travail qui était un petit peu limitant. Oui, alors moi, ce que je trouve... on parlait un peu des futurs des RH, est-ce qu'on a un métier plus en transformation en ce moment ou pas? Alors, personnellement, j'ai trouvé que on a toujours été en transformation, et d'ailleurs, on n'est pas le seul métier en transformation. Alors, peut-être qu'il y a une accélération sur certains sujets, mais c'est d'ailleurs, moi, ce que j'aime, c'est une fonction qui est en mouvement, mais je trouve qu'on l'est finalement comme on l'a depuis des années. Et du coup, par rapport à ça, je dirais juste qu'il y a peut-être des dominantes, en tout cas, moi, je le ressens comme ça aujourd'hui, c'est une accélération vers plus peut-être de flexibilité et de liberté qui se marie difficilement avec le droit du travail actuel. Et donc, par exemple, je le vois sur deux pans. Par exemple, le fait de se dire que au final, on a un enjeu à intégrer et à embarquer rapidement des équipes, quelles qu'elles soient, que ce soit un contrat salarié CDI, CDD, mais ça peut être aussi un free, et ça peut être aussi quelqu'un qui a monté son entreprise et qui travaille pour nous. Et en fait, on se rend compte que quelque part, ça peut être la même personne derrière qui va avoir des moments de vie qui changent dans ses modalités de travail, mais nous, au final, on veut quand même l'embarquer autour d'un projet commun. Et à la limite, c'est le droit du travail. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a quand même une grille de lecture aujourd'hui qui fait que c'est quand même plus compliqué d'embarquer tout cet écosystème, et je suis intéressée de voir dans les années à venir comment on pourra, parce que j'en suis sûre que ça évoluera de ce côté-là, plus travailler en cohérence avec l'écosystème. Oui. Et pas être que dans une logique contrat de travail, ce fameux CDI, sacré CDI, qui a un petit peu CDI changé. français. Complètement. Ça bouge, mais lentement quand même. Hein. Ouais, lentement. Parce que tu parlais de freelance, vous travaillez avec... Bon, après... Énormément avec les agences, mais au final, quelqu'un qui monte et qui travaille régulièrement pour nous dans différents projets, c'est très important qu'il ait aussi un même niveau d'information sur comment on travaille, Bien sur sûr. le but, on peut pas rassembler d'un côté une partie d'équipe et pas l'autre. Si on fait un séminaire, ça n'a pas de sens c'est tout ça, en fait. Et ça, je pense que ce sera amené à évoluer parce qu'il y a une agilité, enfin, en tout cas, les gens changent beaucoup plus facilement de typologie de contrat. Donc, en fait, au final, on peut plus segmenter comme on le faisait jusqu'à maintenant. Embarquer tout le monde. Et de la même façon, on reparlait aussi du coup de cette liberté
qui fait que le droit du travail est quand même encore très freinant, on va dire, pour se dire en termes, je sais pas, d'horaire ou d'agilité dans sa journée, qui est plus du tout en phase avec les attentes aujourd'hui de chacun. Et là, nous, on est toujours en train d'essayer d'équilibrer un petit peu les deux pans, sachant que pour un RH, rien de pire que d'entendre qu'on est l'empêcheur de fer, le gardien du temps. Exactement. Alors ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment l'injure suprême, parce que du coup, on essaie que de trouver des solutions dans un monde quand même un petit peu cadré et contraint, qui a ses raisons, hein, faut pas non plus tout renier, mais qui fait qu'à un moment, on essaie quand même d'avancer et répondre aux demandes de chacun, mais c'est quand même pas évident dans un des métiers qui reste quand même très contraint juridiquement. Oui. Il va falloir que le droit évolue, mais le droit évolue assez lentement. Ouais, c'est ça. Alors, quand on parlait futur des RH en préparant ce rendez-vous, on se disait que les collaborateurs avaient aussi, et c'est peut-être un petit peu contradictoire par rapport au rôle du RH d'aller vers le collectif, avaient aussi besoin d'être accompagnés un petit peu plus individuellement. Oui, alors ce qui est intéressant en ce moment, on le voit un peu partout, c'est qu'il y a une approche un peu sur l'unicité des profils, le côté plus individuel dans ses attentes, dans ses besoins, dans ses moments de vie, qu'on comprend tout à fait, hein, on l'a tous vécu. Mais ce qui est dur, c'est de l'allier avec un projet plus collectif, et notamment, pour moi, ce qui est très important dans les métiers RH, c'est quand même de faire vivre une équité, une cohérence, en fait, dans ce qu'on fait. Et la limite de cette approche un peu individuelle, elle est un non-respect de l'équité, qui fait que du coup, là, je fais le lien avec la relation de confiance qu'on peut établir, c'est-à-dire qu'à un moment, ça s'effrite très vite de se dire, si on manque de cohérence dans notre approche, entre les différents pans qu'on peut mettre en place, et en même temps, on fait preuve, en tout cas, il y a une décision qui est incomprise, et on n'en comprend pas la différence, on n'est pas capable d'expliquer cette différence. Et c'est là où l'individualité, ça marche pas. C'est la limite. Ouais. C'est la limite. Et par ailleurs, il y a une question de taille aussi. Il y a une question de taille où, à 1000, on peut pas garantir la même chose qu'à 50 ou à 10. On doit quand même penser les choses qui conviennent à tous. Et ça, c'est pareil, c'est un équilibre à tenir avec nuance et finesse en ce moment, parce qu'on sent qu'il y a des attentes assez fortes quand même en termes de compréhension de ces problématiques personnelles du moment. Encore une fois, il faut trouver l'équilibre. Ouais, c'est ça, c'est un peu la juste balance. C'est ça, pas évident. Et pour finir, on parlait de l'évolution du rôle des managers. Est-ce que tu penses que ça, c'est lié à la pandémie dont on a tant parlé, et le fait qu'il y ait eu beaucoup plus de télétravail et que du coup, les managers aient eu un rôle un peu différent? Alors, sur le management, moi, j'ai toujours trouvé le rôle passionnant. Je trouve qu'il n'est pas assez valorisé aujourd'hui. Et je trouve que la pandémie a eu pour enseignement de montrer toute l'importance de tout ce maillage des managers plus à un niveau plus proche des équipes, middle management plus haut. Et en fait, je trouve qu'on a vu que les entreprises qui manquaient de ce maillage-là avaient montré justement une certaine fragilité dans le partage des infos, dans l'accompagnement des équipes, dans les remontées d'infos. Et je trouve que ça a redonné la place belle en fait à ce rôle-là, que je trouve assez aussi malmené en ce moment, parce que pareil, je suis très dans l'équilibre, mais je trouve qu'à un moment, il faut être à la fois solide en termes de fondamentaux du management, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a un petit bagage à avoir de feedback, d'animation, enfin bref, beaucoup d'éléments, savoir déléguer, etc. Mais en même temps, il y a beaucoup de thématiques qui sont arrivées dans un environnement qu'on dit plus incertain. Donc, par exemple, avoir la capacité à prendre des décisions dans cet environnement un peu mouvant, incertain. On parle aussi beaucoup d'émotions qui a pris la place et qu'on ne doit pas forcément rejeter comme on avait pu connaître par le passé. Mais en même temps, c'est pas évident. On n'est pas des éponges. Hein, on peut pas, un manager qui prend tout ça. Quelle est la juste distance par rapport à ça? Bref, il y a beaucoup d'éléments, notamment sur cette partie aussi de RSE, où on attend du manager quand même de faire bouger les lignes en termes d'inclusion, de diversité et 1000 autres sujets, tout en ayant quelques paradoxes à gérer aussi, parce que certaines décisions entre le court terme et le long terme sont pas forcément si faciles à combiner. Et ça, je trouve que c'est un sujet passionnant, parce que c'est là où on peut du coup, en tant que manager, on peut faire à la fois bouger les lignes, mais ça nécessite quand même un peu un accompagnement. Et c'est le rôle des RH d'accompagner les managers au-dessus ou RH, et c'est là où c'est sympa de monter des programmes de formation, d'accompagnement. C'est sûr qu'une posture coach, on l'a pas forcément de façon évidente, mais elle est essentielle aujourd'hui d'avoir cette approche-là. Okay. Et donc ça, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire et intéressantes à mener, quoi. Complètement. Et pour finir, Marie, quel conseil tu donnerais à un futur RH? Alors, un futur RH. Alors, c'est marrant, en reparlant là, je me disais,
Moi, quand j'avais du coup décidé de faire des études en ressources humaines, on m'avait dit, oh là là, c'est la filière poubelle, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Super, Sympa. Sympa. Et en fait, j'ai jamais regretté mon choix, mais jamais, parce que je trouve que c'est un métier qui est bourré de sens, et je pense qu'il en aura de plus en plus. Alors, on n'aborde pas les sujets d'IA ou autres, mais je pense que les métiers liés à la relation, et évidemment dans le lien humain, ils ont vraiment une part importante à jouer par la suite, et ils se confirment complètement. Donc, je pense que voilà, aujourd'hui, partir dans ces voies-là font beaucoup de sens. Et l'autre point que je dirais, c'est d'être toujours bien en phase avec les valeurs en fait de son entreprise. C'est-à-dire que j'ai eu la chance déjà d'être dans des secteurs que j'ai adorés, moi, du tourisme, d'hôtellerie, d'industrie, entertainment et événementiel au sens plus large. Et j'ai toujours, en tout cas, trouvé, alors c'est pas toujours, pas toujours des choses faciles à faire en RH, hein, mais j'ai toujours été très alignée avec du coup les valeurs qu'elle portait. Et j'ai eu l'impression d'être toujours écoutée quand je disais par exemple, bah là, je pense qu'il faut faire attention, prendre du temps, la décision n'est pas si simple, et je me suis toujours trouvée face à une direction qui était très à l'écoute de ça. Et ça, je pense que si on l'a pas, c'est très problématique pour mener son métier de RH. Ouais. Je pense que ça peut être très dérangeant. Et donc, j'engage à bien être aligné, voilà, avec ces valeurs-là. Et si on ne l'est pas, bah, faut pas rester. Parce que faire un métier comme ça, sans être aligné avec les valeurs de la boîte... ça n'a aucun sens. Aucun sens. Et ça doit être juste horrible. Ouais. Parce qu'on a envie, on met un peu quand même de soi, et du coup, on a envie de mener des décisions qui font sens et de le faire bien, avec le temps qu'il faut. Ouais. Pour conclure, pour toi, Marie, la culture d'entreprise est au cœur de la stratégie RH, et tu dis par ailleurs qu'il est primordial de ne pas se précipiter par rapport aux nouvelles tendances, que le rapport au travail a changé, certes, mais qu'il faut prendre le temps de bien faire les choses. Tu parles de l'importance de la relation entre les RH et les équipes, et que plus les RH sont aux côtés des équipes et plus elles comprennent les enjeux en amont, mieux elles peuvent accompagner ces équipes. Enfin, il va être primordial que le droit du travail évolue et s'adapte aux changements sociétaux que nous connaissons actuellement. Eh ben écoute, voilà. Merci beaucoup Marie, c'était un plaisir de te recevoir. Bah, merci à toi, super échange. À bientôt. À bientôt. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. On se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité. D'ici là, n'hésitez pas à partager le podcast avec quelqu'un qui pourrait être intéressé.